Bienvenue dans Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Je suis vraiment heureuse de partager avec vous mes outils, mes recherches et mes expériences de thérapeute pour glisser des bulles de bonheur dans votre quotidien. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Vous êtes au volant, il pleut. Vous avez le choix. Appuyez sur l'accélérateur parce que vous êtes en retard ou levez le pied parce que la route est glissante. Ce moment de questionnement entre impulsion et décision, c'est là que se vit la prudence. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Et pourtant, ça me chicote. Nous avons souvent une image bizarre de la prudence. Nous en faisons soit une vertu de vieillard craintif qui n'ose rien, soit le mot que nous disons pour nous donner bonne conscience quand nous n'avons pas envie de trancher. Alors, qu'en pensez ? Allez, on y va et on démarre. Aujourd'hui, notre rapport à la prudence est brouillé de 2 côtés. D'un côté, la fuite dans l'impulsion. Nous vivons dans un monde de sollicitations permanentes et les vidéos courtes n'arrangent rien. Et pourtant, j'en fais. Une étude de l'université de Tianjin a montré que les personnes les plus accros au réel et TikTok ont tendance à prendre des décisions rapides visant un gain immédiat sans mesurer les conséquences. Et leur cerveau, à l'IRM, montre une activité réduite dans le précuneus, la zone impliquée dans le contrôle des impulsions. Autrement dit, plus nous nous noyons dans les formats courts, moins nous sommes capables de prudence réelle. Je vous renvoie vers notre article 298 sur les écrans où j'en parle déjà. De l'autre côté, l'excès inverse, la logique du risque zéro. Tout anticiper, tout contrôler, ne jamais décider si tout le monde n'est pas d'accord. Le monde regorge de ce cas. À force d'essayer d'éviter de décevoir qui que ce soit, nous finissons par paralyser le système. Et ce vide, laissé par les trop prudents, est souvent comblé par ceux qui, eux, n'hésitent pas une seconde sans prendre aucune précaution. Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, ça me parle. Alors, la prudence, qu'est-ce que c'est vraiment ? Le mot vient du latin prudentia, lui-même lié à providentia, voire en avance. Et en grec, la prudence se dit phronésis, la sagesse raisonnable. Pour Aristote, c'est carrément la vertu de l'action intelligente. C'est pas l'évitement, c'est pas la peur, c'est une action calculée et éclairée. La prudence, ce n'est pas s'arrêter, c'est prendre le temps du recul pour mieux avancer. C'est éviter de se laisser mener uniquement par ses émotions, ses convictions, ses peurs. C'est évaluer les conséquences de ce que nous faisons sur nous-mêmes et sur les autres. Alors concrètement, ça ressemble à quoi ? Imaginez une amie qui vous confie quelque chose de douloureux. L'impulsion, c'est de répondre tout de suite pour la rassurer, pour combler le silence, parce que le malaise est inconfortable. Ça, on est tous d'accord. La prudence, c'est de tenir ce silence une seconde de plus, de laisser de la place avant de parler. C'est ça, prendre soin et écouter. Ou encore, vous recevez un email professionnel qui vous met en colère. Vous répondez à chaud, de manière impulsive, et vous le regrettez dès le lendemain. Souvent, ça provoque des tempêtes. La prudence, c'est pas d'avaler sa colère, c'est d'écrire le mail, le relire le lendemain matin et décider alors si vous l'envoyez, comment et dans quel but. Et bien souvent, il y a bien des mots qui changent. Et dans la vie de parent, votre enfant vous demande quelque chose et vous sentez la réponse automatique monter, le non par réflexe ou le oui pour éviter le conflit. La prudence, c'est ce micro-arrêt qui vous permet de répondre à votre enfant et pas à votre fatigue. Allez, je change de regard. Je suis allée regarder qu'est-ce que la psychologie positive pense de tout ça. Et j'aime bien les propos de Martin Seligman, qui, vous le savez, le père de la psychologie positive, il a mis en lumière un concept que vraiment j'aime beaucoup et que j'utilise bien souvent. L'optiréalisme. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre. L'optiréaliste, ce n'est pas être un optimiste naïf qui fait croire que tout va bien se passer quoi qu'il arrive. C'est pas non plus le pessimiste anxieux qui anticipe le pire à chaque tournant. L'optiréalisme, c'est cette capacité à voir les choses telles qu'elles sont,
avec leurs possibilités et leurs limites pour agir de façon ajustée. Je vous renvoie à l'épisode 23 sur l'optimisme. Et ce que Seligman a montré, c'est que les personnes qui cultivent cette posture d'optiréaliste prennent de meilleures décisions sur le long terme. Pas parce qu'elles sont plus douées ou plus intelligentes, simplement qu'elles intègrent naturellement une question avant d'agir. Ce que je fais maintenant construit quelque chose ou le détruit. En d'autres mots, c'est être lucide et orienté vers le futur. L'optiréaliste prudent ne se demande pas « et si ça tourne mal ?» En se paralysant, il se demande « comment je fais pour que ça aille dans le bon sens ?» en gardant les yeux ouverts sur ce qui pourrait coincer. Il y a aussi tout un champ que je trouve intéressant à aborder, c'est les recherches qui sont faites sur la régulation émotionnelle. Concrètement, ça donne quoi? Votre sœur vous dit quelque chose qui vous blesse ou vous agace profondément. La réaction automatique va monter. Vous sentez de la chaleur, la tension, les mots qui se forment presque tout seuls dans votre tête que vous rêvez de pouvoir dire pour vous décharger. La régulation émotionnelle, ce n'est pas faire semblant de ne rien ressentir. C'est cette fraction de seconde où vous nommez et vous vous nommez à vous-même ce qui se passe en vous. Ah là, je pense que je suis en colère parce que c'est profondément injuste. Et le faire avant de décider de quoi faire, de quoi dire, juste ça, nommer avant d'agir, ça change tout. Un autre exemple. Vous rentrez du boulot, épuisé. Votre conjoint vous fait une réflexion sur le désordre ou le petit déjeuner qui traîne du matin. Votre impulsion, c'est de répondre à votre fatigue et pas à votre conjoint. Avec une petite régulation émotionnelle, vous pouvez souffler, même brièvement, et ça va vous permettre de sortir votre agacement pour différer votre réponse et en reparler plus tard. Les études montrent que les personnes qui pratiquent régulièrement cette forme de recul ont des relations plus stables, des décisions plus cohérentes avec leurs valeurs et paradoxalement moins de regrets. Parce que ces personnes agissent moins souvent contre elles-mêmes sans s'en rendre compte. D'ailleurs, le neuroscientifique Antoine Damasio a montré que les émotions ne sont pas des ennemis de la décision. Elles en sont même indispensables à toute bonne décision. Pourtant, il y a une différence entre une émotion qui informe et une émotion qui commande. La prudence, c'est précisément ça. C'est laisser l'émotion éclairer votre décision sans la laisser la prendre à votre place. Neurologiquement, qu'est-ce que c'est? C'est offrir à votre cerveau le temps de passer du système réactif, l'amygdale, le réflexe, la survie, au système réflexif, le cortex préfrontal, qui est celui de la pensée et du choix. 2 à 3 secondes suffisent parfois. Ou alors une nuit de sommeil, une semaine dans les grandes décisions de vie. La prudence, au fond, c'est ce cadeau que vous vous faites à vous-même. C'est le temps de choisir ce que vous souhaitez être à ce moment-là. J'ai aussi identifié 3 dimensions qui reviennent toujours quand nous parlons de prudence comme d'une force. 3 appuis sur lesquels vous pouvez vous entraîner parce que oui, la prudence, ça s'apprend et ça se pratique. Premier appui, l'autocontrôle. Faire travailler le cortex préfrontal, on y revient, cette zone du cerveau qui permet de ne pas tout faire dans la seconde. C'est le muscle de la pause. Et comme tout muscle, il se développe. Chaque fois que vous choisissez de ne pas répondre à une provocation immédiatement, chaque fois que vous posez votre téléphone avant de scroller, vous l'entraînez. À l'inverse, et c'est là que l'étude sur les réels prend tout son sens, si vous nourrissez en permanence votre cerveau de gratification instantanée, ce muscle s'atrophie. Vous le perdez progressivement et vous perdez votre capacité à différer. Vous pouvez aussi aller réécouter l'épisode 226, c'est entre autonomie et contrôle. Deuxième appui, la patience. Savoir attendre avant d'agir. C'est pas pour fuir la décision, c'est juste pour agir au bon moment. Parce que oui, il y a une différence énorme entre procrastiner par peur et prendre le temps par sagesse. La première nous ronge, la procrastination, et la seconde, la sagesse et prendre le temps, ça nous prépare.
Et oui, un chirurgien qui prend le temps de relire les radios avant d'opérer ne doute pas de lui, il honore la complexité de ce qu'il fait. Un chef d'entreprise qui dort sur une décision importante avant de l'annoncer n'est pas hésitant, il est responsable. Vous pouvez aller réécouter notre épisode 113, Tester la patience. Et enfin, le troisième appui, le courage. Parce que la vraie prudence, parfois, c'est prendre une décision impopulaire. Décevoir quelqu'un pour ne pas trahir ses valeurs. C'est le médecin qui annonce une vérité difficile parce que le patient a besoin de l'entendre, pas d'être rassuré à tort. C'est le manager qui refuse une promotion à quelqu'un qui n'est pas prêt ou qui licencie parce qu'il n'a pas le choix, même si c'est douloureux à dire et à faire. C'est vous aussi qui dites non à une demande qui vous épuise, même si vous avez peur de passer pour égoïste. Enfin, il y a une forme de prudence dont on parle peu et qui me tient particulièrement à cœur, c'est la prudence dans la parole. Avant d'ouvrir la bouche dans une conversation difficile, dans un désaccord, dans un moment de tension, posez-vous cette question. Ce que je vais dire, va-t-il faire grandir la relation ou est-ce que ça va l'abîmer? L'idée, ce n'est pas de se censurer, ni de dire à tout prix ce que l'autre veut entendre. C'est juste choisir comment nous pouvons dire ce que nous avons à dire, avec quelle intention et à quel moment. Parce qu'il y a des vérités qui libèrent quand elles sont dites avec soin, et ces mêmes vérités qui blessent inutilement quand elles sont lâchées sans réfléchir ou pour se déculpabiliser. Nous avons tous vécu cette expérience, une phrase dite sous le coup de l'énervement qui est impossible à reprendre, et cette phrase, elle reste. Elle abîme quelque chose dans la relation. À l'inverse, nous avons aussi tous en tête des mots bien pesés, choisis et soutenants, qui ont ouvert une conversation que nous n'aurions peut-être jamais osé avoir autrement. En consultation, je vois trop souvent des couples ou des familles qui souffrent autant de ce qui n'a pas été dit que ce qui a été dit trop vite, trop fort, sans que la relation soit prête à le recevoir. Et oui, parfois toute vérité n'est pas bonne à dire, ni à taire. Alors oui, c'est subtil. Pour discerner, dites-vous que la prudence dans la parole, c'est ce que les chercheurs en communication positive appellent l'intention bienveillante active. Je parle pour quelque chose, pas contre quelqu'un. Je vise la connexion, même quand le message est difficile. C'est une forme de respect profond pour l'autre, et ce respect, il nourrit le lien et la relation. En fait, la relation, et vous le savez parce que je l'ai dit 100 fois, est un espace vivant que nous choisissons de chérir. De plus, ce qui distingue la prudence de la simple ruse ou du calcul égoïste, c'est la décentration. Intégrer dans votre décision le bien des autres et pas seulement le vôtre. Ce n'est pas qu'est-ce que j'y gagne, mais qu'est-ce que ça produit pour moi et autour de moi. Le prudent, au sens noble du terme, ne se demande pas comment éviter les ennuis, il se demande comment agir de façon à construire quelque chose de juste en me respectant et en respectant l'autre. C'est une posture exigeante, je vous l'accorde. Et pourtant, profondément libératrice. Parce que tout ça, ça nous sort de la réactivité permanente pour nous remettre aux commandes de nos propres choix. Je vous renvoie à l'épisode 55, je suis acteur de ma vie. C'est d'ailleurs toutes ces notions de prudence, de s'arrêter pour prendre le temps d'être heureux, vous comprenez que c'est bien au cœur de 2 minutes de bonheur, toutes ces micro-pauses qui nous réapprennent à choisir comment on entre en relation. Et c'est vraiment le fil directeur de mon livre. Et hop, je me lance. Alors à vous de jouer, chers auditeurs. La prochaine fois que vous sentez une impulsion vous tirer vers une décision rapide, que ce soit répondre à un message sous le coup de l'énervement, prendre un engagement sans y réfléchir, ou au contraire reporter encore une décision par peur de mal faire, faites une pause de 2 minutes. Posez-vous cette double question. Quelles sont les conséquences de ce choix pour moi et pour les personnes que ça va toucher? Et mes mots vont-ils faire grandir la relation ou l'abîmer? L'idée est de décider mieux. C'est ça la prudence, c'est une force, ce n'est pas une peur. Et la petite mousse
de cette semaine. Alors, on va revenir au temps ancien, mais c'est toujours bien d'actualité. C'est un proverbe latin qui nous dit « Réfléchir avant d'agir, ce n'est pas avoir à se repentir après ». Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a touché, mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Laissez un commentaire et partagez ce podcast à vos amis pour leur envoyer des bulles de bonheur. Envoyez-le surtout à ceux qui ont besoin de travailler la prudence. Pour recevoir les prochains épisodes, inscrivez-vous à la newsletter sur 2minutesdebonheur.com. Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Instagram en cherchant 2 minutes de bonheur et désormais en vidéo sur notre chaîne YouTube 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux. À très vite dans notre prochaine bulle.